table ronde sur alors qu'on a appelé un petit peu avec humour la muséification, du jeu de rôle, mais ça va porter sur, est-ce qu'on peut dire que maintenant, le jeu de rôle rentre dans le patrimoine? Alors le patrimoine, qu'est-ce que c'est? Patrimoine culturel, et donc nous, on avait pris cette idée de voir arriver le jeu de rôle dans les musées et cette année en particulier, il y a une exposition qui s'appelle donc Les Animaux Fantastiques qui est en cours au musée du Louvre-Lens où, alors peut-être pas pour la première fois, mais en tout cas, une belle fois, il y a des éléments de Donjons et Dragons, de jeux de rôle qui sont intégrés dans cette exposition, donc qui parle de toutes les créatures fantastiques et la conservatrice avait l'intention donc d'avoir des œuvres de jeux de rôle exposées. Donc, ça nous a donné l'idée de cette table ronde. Donc, on va commencer par une présentation de nos différents intervenants qui sont avec nous. Olivier Merlier, est-ce que tu veux bien commencer? Tout à fait. Alors, je suis Olivier Merli, je suis, bibliothécaire, qui travaille sur le fonds patrimonial du jeu de société. Donc une, collection, patrimoniale de recherche, qui est logée à la Sorbonne Paris Nord, Université Sorbonne Paris Nord, anciennement Paris 13. Ok. Olivier? Alors moi, je suis Olivier Guillot, donc nous sommes deux Olivier ce soir. Nous nous connaissons aussi un petit peu. Je suis rôliste Oui. de longue date, j'ai un bon passé associatif et je suis arrivé professionnellement dans le cadre d'un mécénat de compétences à la Fondation du patrimoine. Et du coup, je me suis dit, mais le jeu de rôle aussi, enfin, le jeu dans son ensemble, hein, pas seulement le jeu de rôle, mais tout l'ensemble du jeu, quelles que soient ses formes et depuis l'Antiquité, mérite aussi une dimension patrimoniale. Et nous avons donc, avec tout un réseau d'autres connaisseurs de différents types de jeux, commencé à créer une structure dans ce but de se soucier du devenir du patrimoine ludique. Elle s'appelle l'Association pour la conservation, l'étude et la valorisation du patrimoine ludique. Bien, bonsoir, moi je m'appelle Vincent Blanchard, je suis conservateur au musée du Louvre, au département des Antiquités orientales. Donc effectivement, les collections dont je m'occupe sont très éloignées de la conservation du jeu, tout du moins d'il y a moins de 2000 ans. Et même si nous avons quelques exemples de jeux de société pour le coup extrêmement anciennes. Et comme je suis rôliste par ailleurs et depuis, comme tout le monde ici, depuis assez longtemps, je me suis toujours intéressé au rapport possible justement entre bien finalement le patrimoine et le monde des musées et le jeu de rôle, tant dans ses supports physiques à conserver, mais également le jeu de rôle comme pratique pour, eh bien, comment dirais-je, s'intéresser au patrimoine, notamment au travers du jeu de rôle. Et l'idée, c'était d'évoquer un peu quelques pratiques qui ont été faites à ce sujet, aussi bien dans le monde des musées que dans le monde des bibliothèques. D'accord, merci. Alors, moi, la première question que j'aimerais bien vous poser, c'est, bah, moi, on a un peu l'impression que là, le jeu de rôle, il est arrivé enfin à l'âge adulte, 50 ans l'année prochaine. Il est aussi très inclus dans beaucoup de pop culture, des séries télé, des romans, des films parlent du jeu de rôle. Le jeu de rôle arrive dans les médias, dans les jeux de société. Donc il est un peu partout. Il devient mainstream au final. Et moi j'ai un peu l'impression, c'est un peu l'idée de cette table ronde, il est rentré dans le patrimoine. Et la preuve que j'en ai eue, c'est arrivé dans les musées, où les musées le mettent sur des stèles. Alors, j'espère que c'est des stèles qui sont bien éclairées, qu'il n'y a pas de poussière dessus, pour ne pas le jeter. Mais alors, la question que je voudrais vous poser, c'est, vous, à travers vos différents projets, c'est quoi le patrimoine? Et comment ça se fait que le jeu de rôle y arrive là maintenant en 2023 ou peut-être depuis une dizaine d'années? Alors moi, je Qui suis veut assez commencer? éloigné du milieu du musée, hein, directement. On va dire que la collection de jeux de rôle du fonds patrimonial, du jeu de société, donc le FPJS, Sorbonne Paris Nord, est orientée vers la conservation de l'objet, lui-même, hein, l'œuvre, on va dire, et
orienté vers la recherche conjointement. C'est-à-dire que vraiment l'idée, c'est de proposer un équipement pour les chercheuses et les chercheurs, les doctorants, doctorantes, et pour les game designers et designeuses, voilà, de leur proposer un fonds sur lequel ils puissent s'appuyer pour avoir accès à la matérialité de l'objet. Voilà. Donc, on fait bien sûr des expositions pour de mise en valeur, pour aussi permettre aux étudiants d'avoir accès, même de loin, par la médiation culturelle, d'avoir accès aux jeux. Mais voilà, c'est vraiment un fonds qui n'est pas directement muséal, je dirais. Voilà. Même si Mais on par avait été contacté par, on avait été contacté voilà, par le Louvre-Lens. Voilà, tout à fait. Hmm. ça veut En dire que fait, l'idée, c'est que le jeu de rôle, c'est surtout du patrimoine écrit. Donc, effectivement, c'est plutôt un patrimoine pour les ouvrages qui va se retrouver en bibliothèque et en service d'archives, en fait. C'est-à-dire que dans les musées en tant que tels, alors, c'est pas tout à fait vrai parce que, à mon avis, dans des collections liées à l'art populaire ou au monde du jeu, type le MUSEM ou le musée de la carte à jouer, là, on a justement des collections patrimoniales de jeux qui se constituent dans des musées. Mais très souvent, les ouvrages de jeux de rôle, des livres aux boîtes d'initiation sont plutôt conservés dans des bibliothèques. Et ils n'intègrent le monde des musées souvent qu'au travers, comme l'exemple vient d'être donné, qu'au travers d'expositions temporaires. Parce que ça permet justement d'évoquer la variété et l'impact d'un thème dans la culture populaire d'aujourd'hui, en fait. C'est le cas du Louvre-Lens, mais il y a eu d'autres exemples. Par exemple, à la Bibliothèque nationale de Strasbourg, où quand ils ont fait leur exposition sur les cartes et l'imaginaire, ils présentaient des cartes justement de monde imaginaire, que ce soit évidemment la Terre du Milieu ou le monde de New One de Fritz Leiber. Et pour ce qui était de la Terre du Milieu, évidemment, quelques exemples d'objets venus du jeu de rôle ou de monde des figurines étaient exposés en plus de cartes tirées de celles de Tolkien, en fait. Alors dans Et leur sachant que présence dans pour les la... musées, oui. Dans leur présence dans les musées, le jeu de rôle est aussi un outil de valorisation du contenu du musée, parce que pour ce qui est des pièces de jeu, bon, les plus rares, bon, forcément, sont la plupart du temps les plus anciennes, mais elles ne sont pas hyper rares. Les premières boîtes de Donjons et Dragons, il y en a plusieurs en France, elles ont été éditées et vendues qu'aux États-Unis et puis peut-être en Angleterre, mais j'ai même des doutes là-dessus. Mais il y a aussi, dans la dimension patrimoniale du jeu de rôle, il faut prendre en compte que c'est quelque chose qui a évolué à travers l'oral, puisque c'est une activité orale avec des pratiques. Et du coup, c'est aussi une dimension du patrimoine immatériel. Donc, je pense qu'il faut prendre aussi cette dimension en compte, parce que le patrimoine immatériel, c'est justement des traditions, des manières de faire. Et le savoir-faire du jeu de rôle, c'est quelque chose qui a une importance fondamentale, puisqu'on a évolué à travers les échanges qu'on a pu avoir entre joueurs, entre manifestations, entre associations, etc. Ouais, je suis d'accord avec ce que tu viens de dire, mais je rajouterais juste que la particularité du jeu de rôle, contrairement, mettons, au jeu de société, c'est que il est soumis à l'obligation de dépôt légal de la part des éditeurs, ce qui fait que de toute façon, déjà, c'est un objet de patrimoine depuis le début. À la BNF, tout éditeur de jeu de rôle envoie un exemplaire pour la conservation. Alors après, le problème, c'est qu'est-ce qui est fait de l'objet, quoi. C'est-à-dire que un des soucis, enfin un souci, on va dire une des méthodes qui peuvent poser problème sur ce type de patrimoine, c'est que c'est des collections qui sont cataloguées comme des éphémères, c'est-à-dire comme des journaux ou autres. Donc ils sont ensuite stockés dans des cartons, ils vont se retrouver dans le sous-sol de la BNF et ils sont assez difficilement accessibles. Voilà. Le catalogage est sommaire, c'est-à-dire que quand on consulte le catalogue de la BNF, on va avoir très peu d'éléments comparé à d'autres ouvrages. On va avoir le titre, on va avoir l'éditeur, mais on va pas forcément avoir tout le détail. Oui. Donc ça, c'est... Oui, du coup, c'est pour Oui. ça que le fonds que vous constituez à Paris 13 est vraiment important, parce que lui, ce sera le seul vraiment accessible, en fait.
Voilà, il est parfaitement accessible et il sera catalogué selon, on va dire, selon les règles de l'art du catalogage universitaire. Donc, il sera retrouvé accessible via le SUDOC. Mmh. On peut avoir donc des références directement sur le catalogue du SUDOC et sur le catalogue de l'université. Et Alors, du coup, c'est uniquement en langue française ou du coup, vous essayez un peu de… Non, alors, juste pour retracer un peu l'historique de cette collection, initialement, c'est une collection qui a été constituée par le centre ludique de Boulogne-Billancourt. Ah oui. Pour diverses raisons et péripéties qui seraient trop longs d'aborder ici, en fait, l'université Sorbonne Paris Nord a récupéré la collection, mais donc elle s'est constituée depuis les années 80 jusqu'à 2008-2009 à peu près. Et donc, au niveau du jeu de rôle, plus spécifiquement, l'essentiel pour l'instant de la collection était la collection qui a servi à l'équipe rédactionnelle de Cassius Belli à écrire les articles et à faire vivre la revue pendant 20 ans. Donc on a énormément de titres anglais, notamment pour les Donjons et Dragons, les GURPS, enfin quelques gammes de cette période-là. Mais l'essentiel, c'est quand même de la production française. Mais Alors, oui, et il y alors, a quelques langues. et Olivier, j'avais une question pour toi. La création de ce fonds, donc qui comprend du jeu de rôle, elle a été à l'initiative de qui et donc dans un but plutôt universitaire. C'est-à-dire, il y a quoi? Il y a un besoin universitaire qui a été détecté? Alors non, parce qu'en fait, ça s'est fait en amont. C'est-à-dire que nous, quand on a récupéré la collection du club, qui devait servir à créer le Centre national du jeu, le CNJ, au moment où le projet du CNJ s'est effondré, cette collection était déjà constituée. Nous, on a récupéré l'ensemble. Donc, les jeux de rôle faisaient déjà partie de la collection quand on l'a récupéré. Ok. Voilà. Mais sachant que encore aujourd'hui, le club de Boulogne-Billancourt, donc le centre ludique de Boulogne-Billancourt, a une activité rôliste très forte. Hein. Donc Et voilà, donc, ça part pas de nulle part. ton centre, ton fonds documentaire, il serait susceptible donc de constituer des expositions temporaires que tu pourrais prêter, on en avait parlé, mais il serait susceptible Oui, tout aussi à de fait. répondre à des besoins de musées qui pourraient avoir Ah oui, envie d'exposer des jeux de rôle. oui, oui, tout à fait. Ça, Oui, oui, ce fonds peut servir à ça. Donc ça, c'est une voilà, nouveauté. le fonds peut servir à ça. Voilà, il peut servir à ça, mais on va dire le cœur de ce qui le fait vivre, c'est les deux jambes que sont d'un côté la patrimonialisation, la conservation de la mémoire de ce qui se produit, et l'orientation vers la recherche et la production. C'est-à-dire à la fois les chercheurs, les chercheuses, et les gens qui sont dans le milieu du jeu et qui veulent créer, qui veulent s'appuyer sur l'existant ou sur le passé, sur l'héritage. Et donc voilà, c'est voilà, c'est ce double mouvement qui vraiment anime le plus la collection. Plus bien sûr des expositions qui sont là à destination du public plus large possible. Mais dans un premier temps, d'abord le public étudiant de Paris 13. Ok. Euh, alors, Olivier, tu pourrais nous dans- parler du but de ton association et du comment tu vois les choses, enfin la conservation du patrimoine ludique pour ton association? Oui, alors je vais compléter aussi sur la notion du patrimoine du jeu de rôle, parce qu'il y a les livres, les supports, mais il y a aussi, si on veut prendre en compte toute la dimension historique du jeu, tout ce qui est accessoire à côté, c'est-à-dire les figurines, les fanzines, les flyers de manifestations, les scénarios qui ont été publiés dans les conventions, voilà, tout ce qui a fait la vie des joueurs pendant 50 ans. Et tout ça aussi, il faut qu'on l'archive, qu'on en garde des traces pour, ça intéresse notamment les sociologues pour voir l'évolution de la pratique et l'évolution de la société à travers ça, mais aussi pour garder des souvenirs de ce que chacun a fait. Et ça peut aller aussi, donc moi je suis aussi versé dans le grandeur nature, conserver des scénarios de GN, retrouver des archives vidéo de GN pour les numériser et pour pouvoir voir l'évolution du GN à travers le temps. Donc, c'est très très large en fait. Et
de ce fait, il y a des choses qui peuvent être plus intéressantes que d'autres à exposer, parce que des couvertures de livres, bon, bah, c'est une chose, mais voir des accessoires, l'évolution des figurines à travers les âges, parce que les figurines des années 70 et les figurines d'aujourd'hui ne sont pas du tout les mêmes, voir que la folie sur les dés et toute la créativité qu'il y a pu avoir autour de ça, ça fait partie aussi de passer du jeu de rôle, et ça, il faut le mettre en valeur. Et à travers aussi un fond vidéo, on peut montrer dans une exposition, justement, bah, des émissions d'autrefois, des grandeurs nature, des interviews, des séquences de séries ou de films où on parle de jeux de rôle. Voilà, je pense que la première fois, c'était peut-être dans E.T., dans mes souvenirs, mais peut-être qu'il y a eu avant la version de jeu de rôle. Non, il n'y a pas eu, c'était la première. C'était la première. Alors sinon, bah, notre association, bah, elle est née de la rencontre de différents collectionneurs, de personnes qui ont des jeux bah, plus anciens que ceux des jeux de rôle, parce que pour le jeu de rôle, comme on arrive plus facilement à tracer l'existant, il y a beaucoup de sites qui recensent les jeux de rôle qui ont été publiés, et pas seulement les jeux français, mais dans le monde entier. On a une plus de facilité à retrouver l'existant. Je pense qu'on pourra arriver sans doute à la complétude quelque part. Par contre, pour tous les jeux de société qui sont antérieurs aux années 70, et puis bon, ne parlons pas de tous les jeux avant-guerre et puis ceux du 19e siècle, la tâche est beaucoup plus compliquée. Et il y a quelques collectionneurs, mais ils ne sont pas très nombreux, parce que il n'y a pas la même passion, je pense, entre les jeux de société, surtout que les jeux de société d'autrefois n'étaient pas forcément aussi captivants que ceux d'aujourd'hui. Donc, il y avait beaucoup de petits chevaux, de jeux de cartes, de jeux de famille, voilà, il y a plein de belles choses, hein, parce que c'est aussi des objets d'art, quand on peut voir certains jeux du 19e siècle et plus avant. Mais ceux-là, bah, ils vont demander plus de travail et aussi de préservation, parce qu'ils vont devoir être restaurés, et donc là, ça va passer par des musées. Et donc, notre idée, c'est de rassembler un ensemble de collectionneurs et d'experts pour pouvoir mettre en commun nos connaissances et faire un petit peu un inventaire de ce qui existe, et de proposer bah, au pouvoir public de mettre un peu à disposition ces collections, bah, dans des conditions qui restent à déterminer, pour créer un ou plusieurs musées du jeu. Et donc, à ce moment-là, des musées qui seraient accessibles à tous les publics, pour pouvoir bah, découvrir tous les jeux anciens, les tester, si on peut créer des versions modernes en les dupliquant pour pas toucher aux anciens, pour voir à quoi les gens jouaient, parce que au 19e siècle, la notion de jeu de société, c'était pas du tout la même chose, c'était plus de l'oral, des exercices de rhétorique où il fallait faire preuve d'esprit, et c'était pas forcément que des jeux avec des plateaux et des pions. Et toutes ces pratiques-là, elles sont intéressantes pour voir comment on a pu évoluer. Et bon, bien sûr, il faut remonter dans l'histoire du jeu, à l'Antiquité. Notre champ est quand même assez large, donc voilà, on se donne du temps pour le faire, mais voilà, c'est en échangeant entre spécialistes de jeux et collectionneurs qu'on arrive justement à avoir déjà des connaissances qui s'améliorent, et des idées pour essayer de faire avancer. Après, il faut voir que comment dire, c'est un sujet qui touche un petit peu les différents continents. Je dirais, tous les continents sont concernés par cette question du patrimoine, puisqu'on trouve des musées, le musée suisse du jeu, il y a le Strong Museum aux États-Unis qui a une collection énorme, absolument énorme. Je ne sais plus combien de dizaines de milliers de jeux ils ont, mais enfin, nous, au FPJS, on a aujourd'hui 16 000 jeux de société et à peu près 6 000 éléments de jeux de rôle entre bestiaires, livres de règles, scénarios, campagnes, écran. Voilà. Et je sais qu'il y a des collections bien plus importantes aux États-Unis, notamment Duke University aussi, Université de Duke, où deux frères collectionneurs ont tout donné donc à l'université à des fins de recherche. Je crois qu'il y a à peu près 13 000 jeux de rôle de 1974 jusqu'à 2017, à peu près, de mémoire. Hein. Voilà, donc c'est vraiment des... Et après, il faut voir dans ce type de situation, justement, notamment au niveau des réseaux universitaires, s'il n'y a pas des possibilités d'échange, de numérisation, pour permettre aux personnes qui sont intéressées pour différentes raisons par le jeu de rôle de pouvoir avoir accès à l'information
de ces fonds-là, quoi. C'est vrai que les musées sont quand même très rares en matière de jeux, parce que par exemple, tu citais le musée suisse du jeu, son champ est quand même relativement restreint, hein. Il n'y a pas tous les types de jeux, c'est encore plutôt axé sur des jeux grand public et moins sur des jeux de spécialistes. Je pense pas qu'il y ait de jeux C'est de sur rôle l'histoire du jeu. dans Ouais. ce musée. Oui. Voilà, Donc, ils ont des jeux depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. Plus proche de nous, il y a à Issy-les-Moulineaux, enfin, en France, en tout cas, il y a Issy-les-Moulineaux, il y a le musée de la carte à jouer, qui ne se limite pas justement aux anciens jeux de cartes et qui, justement, alors certes, on est un peu en dehors du jeu de rôle, mais qui collectionne tout type de jeu qui utilise des cartes, justement, et pas stricto sensu. Il y a donc tous les jeux de cartes à collectionner, par exemple, qui entrent dans le champ du musée Et ils ont actuellement. mis à l'honneur le jeu de justement, rôle récemment. Oui. Ils ont mis à l'honneur récemment le jeu de rôle puisqu'ils ont une de leurs dernières expositions était dédiée à Magic et toutes les cartes à jouer. Mais le début de l'exposition commençait par Richard Garfield, Donjons et Dragons, l'influence de Donjons et Dragons. Et on avait prêté d'ailleurs des éléments de Donjons et Dragons au musée de la carte à jouer pour cette exposition. Oui, bah, je les ai rencontrés, mais c'est vrai que bon, la partie jeu de simulation, jeu de rôle antérieure au jeu de cartes à collectionner était quand même relativement restreinte. Là, ils sont en cours de refonte, donc il va y avoir normalement des travaux. Ils vont réinventer un petit peu dans leur mode de fonctionnement, alors que pourtant c'est un super musée, hein, c'est déjà magnifique Ah oui, à c'est très, voir. très, très chouette. Donc là, ils n'ont pas la capacité d'héberger tous les jeux de cartes, hein, parce que aujourd'hui, il y a des jeux de cartes qui sont dans des grosses boîtes. Donc leur ambition, c'est pas forcément d'avoir tous les jeux, mais on continue à se spécialiser dans les jeux de cartes et chercher à étendre justement le champ d'action qu'ils ont actuellement. C'est vrai qu'ils étaient très typés sur les jeux classiques. Maintenant, il y a énormément de nouveaux jeux, c'est difficile de suivre, hein, mais voilà, ça fait partie des musées phares qu'on peut avoir en France, puisque c'est le seul qui est vraiment dédié aux pratiques ludiques. Et en plus, les cartes sont de plus en plus utilisées dans bon nombre de jeux de rôle qui sortent comme accessoires supplémentaires pour faciliter l'utilisation des règles en cours de partie. Donc, oui, mais voire même comme moteur de règles à la place des dés. Comme moteur de règles, tout à fait. Ouais. Oui. Voilà. Mais leur objectif n'est pas d'avoir tous les jeux avec des cartes. Des jeux de cartes, parce que sinon, on va prendre le Monopoly, puisqu'il y a des cartes aussi à tirer dans le Monopoly. Voilà, donc, comme se restreindre aux jeux de cartes, ce qui est déjà beaucoup, s'ils arrivent à avoir tous les jeux de cartes, ça serait déjà fantastique. Mais bon, maintenant, on se retrouve aussi confronté à une surproduction de jeux. Donc, à un moment ou à un autre, on va se dire, bon, on peut pas tout avoir. Est-ce que ça sert à quelque chose d'avoir trop de jeux? Et beaucoup de collectionneurs, justement, à un moment, finissent par s'arrêter et saturer en disant, j'ai déjà tout ce qui m'intéressait, j'arrive pas à y jouer, qu'est-ce que j'en fais? Et c'est pour ça que se pose à un moment ou à un autre la question pour tout collectionneur de dire, qu'est-ce que va devenir ma collection? Est-ce que je peux la transmettre à quelqu'un? Je ne peux pas jouer à tout. Et à un moment, on se dit, oui, l'intérêt, c'est quand même d'essayer de faire en sorte que tout ce travail d'accumulation qui a été accompli puisse profiter à d'autres et le faire profiter au plus grand nombre. Donc, voilà, à travers des lieux qui seront dédiés à la pratique des jeux, plus que des ludothèques, pour qu'on puisse avoir toute l'histoire des jeux à travers les collections qui sont transmises. D'ailleurs, nous, c'est ce qui se passe quand on a des dons comme ça privés de collectionneurs. On tient systématiquement, au moment où on intègre le jeu dans le catalogue, à faire figurer la source du don, pour que les personnes qui vont travailler sur le jeu dans les temps futurs sachent si c'était une association, un collectionneur, quel type de collectionneur. Voilà. Ça permet d'avoir un renseignement un peu plus fin sur les usages du jeu aussi, des usages passés du jeu. Voilà. Puis de toute façon, pour l'histoire de la collection, c'est fondamental, hein, de toute façon. Ah, c'est sûr. D'ailleurs, c'est amusant parce que on crée vite une espèce de discours sur une structure. Là, par exemple, pour le fonds patrimonial du jeu de société, on dit ce fonds patrimonial est constitué de 3 collections.
La collection initiale du club de Boulogne-Billancourt, donc de la ludothèque, le fonds Cassius Belli pour le jeu de rôle, et puis le fonds Bruce Whitehall, qui est un gros collectionneur américain, un historien du jeu aux États-Unis, très gros collectionneur, qui a donc donné ou vendu une partie de sa collection au CNJ au moment où il y avait ce projet. Mais de fait, aujourd'hui, ce discours sur l'histoire de la collection, il est déjà dépassé parce que Trick Track récemment nous a confié l'ensemble de leurs jeux de rôle et jeux de société. Et on a quelques gros collectionneurs qui nous ont donné des jeux. Donc en fait, c'est l'histoire, ne serait-ce que de la collection, a déjà changé en l'espace de 2 ans complètement. Et ce qui fait qu'il faudrait actualiser systématiquement la page d'accueil quand on va sur Internet. C'est assez amusant quand on y pense. Et alors, je voudrais vous partager quelques images de l'exposition Les Animaux Fantastiques. Donc ça, c'est l'affiche de l'exposition, évidemment avec des dragons, parce qu'il y a beaucoup, avec un dragon, il y a beaucoup de dragons dans cette exposition. On pourrait dire qu'ils sont chez eux. Là, une petite photo de l'exposition où on voit des costumes plutôt art contemporain sur la droite, des costumes plutôt des déguisements dans des performances d'art contemporain. Sur la gauche, une collection de bandes dessinées très pop culture. Il y a du Marvel, il y a du Conan le Barbare, il y a du Rahan aussi. Alors, ce n'est pas une gargouille, mais c'est une créature chimérique constituée de plusieurs pièces. Je ne sais pas si vous avez la référence de cet objet. Alors ça, je ne m'en souviens plus, parce qu'en plus, Hélène Bouillon, la commissaire de l'expo, était très fière d'avoir réussi à se la faire prêter. Mais effectivement, on est là sur... Non, parce qu'en fait, elle porte un nom particulier. C'est pas un nom générique et en fait, on est vraiment, oui, dans le domaine de ces serpents fabuleux qu'on trouve dans plusieurs endroits de la France. Mais son nom particulier, je l'ai oublié. Et en fait, elle est constituée, alors là, la photo n'est pas très grande, mais elle est constituée de plusieurs parties. Donc, elle a une queue de scorpion, des ailes de chauve-souris, des pattes d'aigle. Donc, c'est vraiment comme ça qu'il la présente sur la description. Donc, une créature chimérique. Alors, je vais passer à la suivante. Alors, ça, évidemment, Tolkien. Voilà. Et là, on retombe dans un imaginaire ou dans des illustrations qui pourraient être, alors ça, c'est pas issu d'un jeu de rôle, mais c'est le genre d'illustration qui pourrait être issu facilement d'un jeu de rôle. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que, si je ne m'abuse, c'est la tapisserie ou pas? Oui, c'est ça, voilà. C'est ça. Parce que ça aussi, c'est intéressant, c'est la patrimonialisation de la pop culture, justement, en lui donnant un support comme celui de la tapisserie, qui est un support vraiment patrimonial, des grandes séries de tapisseries comme il en existe depuis le Moyen-Âge, mais là, qui sont sur des thèmes plus contemporains de pop culture. Là, c'est la série à partir des aquarelles de Tolkien, mais il y a une série également sur Miyazaki. Donc là, c'est vraiment l'entrée, la patrimonialisation justement de ces grandes sources d'inspiration contemporaines de la pop culture et d'univers qui tournent beaucoup autour des cultures de l'imaginaire dont font partie les jeux de rôle, quoi. Alors, je continue. Hop. Alors ça, c'est la vitrine dédiée à Donjons et Dragons. Donc, alors, en particulier, Hélène Bouillon, donc la conservatrice, elle voulait parler vraiment des monstres qui sont dans Donjons et Dragons. Et si je passe sur un zoom, ben voilà, elle voulait absolument avoir le Monster Manuel, parce que finalement, ces animaux fantastiques, si on en parle en tant que rôliste, ce sont des monstres, les fameux monstres de Donjons et Dragons. Et donc, la conservatrice, elle voulait mettre ça en avant, le fait que Donjons et Dragons avait repris ça. Alors, ce qui est assez amusant, parce que nous, rôlistes, on le reprend innocemment dans des jeux,
Et finalement, il y a des conservateurs qui, dans le cadre d'une exposition, donc dans le cadre nous disent, ben, en fin de compte, vous, rôlistes, vous réutilisez des choses du patrimoine dans vos jeux, et vos jeux méritent d'être exposés ou d'être conservés. Oui, parce que ces jeux s'inspirent, c'est une réitération, une réutilisation, une réexploitation des mythes anciens, parce que voilà, le dragon, la licorne, le centaure ou le troll, tout ça a une histoire qui est très liée aux mythologies anciennes, et c'est justement une réactivation de ces mythologies au travers d'une nouvelle forme culturelle. Donc, d'où l'intérêt, effectivement, de la patrimonialisation bah voilà, d'une activité comme le jeu de rôle, qui confronte. Et là, ce Monster Manual, c'est un prêt ou c'est une acquisition? Alors pour la petite histoire, Hélène Bouillon voulait l'acquérir parce qu'il y avait une urgence à avoir la pièce dans l'exposition. Elle avait une volonté d'avoir particulièrement le Monster Manuel et d'avoir aussi Tiamat, la mère des dragons. À la fois parce que bah, voilà, c'est un dragon, c'est la mère des dragons, et c'est aussi une divinité mésopotamienne, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça, en fait, c'est que Tiamat, dans la mythologie créée à Babylone au deuxième millénaire avant Jésus-Christ, en fait, elle enfante des monstres pour lutter contre le futur roi des dieux, pour se venger de la mort de son époux, tué par les dieux, justement. Et à partir du corps de Tiamat va être créé le monde par Marduk, mais elle enfante des dragons, des serpents, et elle est à l'origine finalement de tous les monstres de Mésopotamie. Et c'est pour ça après qu'elle a été réutilisée dans l'univers, enfin chez Donjons et Dragons, donc par Gygax, pour en faire la mère des dragons maléfiques en fait. Et donc, pour répondre à la question d'Olivier, donc il y avait cette volonté d'acquérir ces deux pièces parce qu'il y avait vraiment une forte volonté qu'elles soient présentes. Et au final, bah, la FFJDR a réussi à trouver un prêteur. Et c'est un prêteur qui est un petit peu connu parce que c'est Christian Lehmann. Donc là, l'exemplaire du Monster Manuel qui est là, donc c'est l'exemplaire de 77, mais édition Royaume-Uni, parce que la couverture est double. Bah, c'est prêté par Christian Lehmann. Qui est donc le prêteur de cet objet. Et les autres objets sont soit des prêts de la FFJDR, soit des prêts d'un figuriniste qui se trouve pas très loin du musée du Louvre-Lens. D'accord. Et de toute façon, ça ne peut pas être acquis par le Louvre-Lens, parce que en fait, le Louvre-Lens n'a pas de. En fait, les collections du Louvre-Lens, c'est les collections du Louvre. Et la fenêtre chronologique des collections du Louvre s'arrête en 1848. Donc, à partir du moment où ce genre d'objet est exposé au Louvre ou au Louvre-Lens, ce n'est que pour des expos temporaires. Oui, parce que donc Vincent pourra nous expliquer le processus d'acquisition des musées, parce que à partir du moment où une pièce est acquise par un musée, elle devient inaliénable, c'est-à-dire qu'elle va rester toujours propriété des musées de France, qui est différent d'un prêt. Donc, à partir du moment où il y aura des acquisitions de jeux de rôle dans les musées, peut-être que là on pourra dire effectivement, là maintenant le jeu de rôle est ancré définitivement dans le patrimoine culturel, ce qui n'est donc pas encore le cas a priori. Bah, avec la collection de Paris 13, on est dans une collection publique. Non seulement celle de Paris 13, mais même simplement celle de la BNF. C'est ça en fait la question, voilà. c'est sur la question de la conservation de l'objet, de la matérialité de l'objet, elle est déjà garantie en partie, même si elle reste inaccessible par la BNF. Voilà. La différence, c'est que le fonds patrimonial du jeu de société, lui, permet l'accès et la consultation des objets. Ça, c'est la différence avec la BNF. Mais donc, de fait, la patrimonialisation a déjà eu lieu. Enfin, elle est déjà en cours. Voilà. D'accord. Elle est déjà en cours. D'ailleurs, on travaille en ce moment même sur le document qui va cadrer la politique d'acquisition. Tout ça, c'est déjà sur les rails, je dirais.
Donc ça veut dire qu'on augmente la collection en vue de patrimonialiser les nouvelles sorties des éditeurs plus récents comme, je sais pas, les 12 singes, Studio Agathe ou j'en passe, enfin, OBA Édition, voilà. Alors là, je vous montre Ah. une dernière pièce de l'exposition, bon, qui n'a pas été prêtée par la FFJDR, malheureusement, euh, Ah ben non. mais qui est, qui est peut-être une des créatures les plus connues, même si on ne sait pas forcément ce que c'est des joueurs de Donjons et Dragons. Donc ça, c'est la figurine de Pazuzu. Pas du tout. Euh, et donc, qui est un prince démon un peu particulier dans la mythologie de Donjons et Dragons, qui a été réutilisé dans des bandes dessinées, Adèle Blanc-Sec, entre autres, qui a été utilisé aussi dans la série de bandes dessinées de Donjons de Sfar et de Trondheim, Ouais. et qui est donc exposé. Et donc, c'est intéressant de se dire que dans le manuel Monster, qui se trouve dans la vitrine précédente, ben, cette créature y est, alors qu'en réalité, et en même temps, elle est exposée à quelques dizaines de mètres. Il y a une sorte de jeu de miroir qui se fait par rapport au jeu de rôle. Mmh. Bah, d'autant que comment dirais-je, la figurine de Pazuzu a été prêtée justement par le département des Antiquités orientales du musée du Louvre, parce que c'est un démon donc d'origine assyrienne, le démon du vent d'Est, celui qui apporte les maladies comme la peste, mais qui permet aussi de s'en protéger. Et là encore, comme Tiamat, il a été réinterprété, réutilisé, donc aussi bien dans le film L'Exorciste, parce que évidemment la représentation du démon dans L'Exorciste s'inspire justement de cette figurine de Pazuzu, même si elle la rend beaucoup plus grande. Évidemment, dans les aventures d'Adèle Blanc-Sec, dans le deuxième tome, Adèle infiltre une société secrète qui adore justement Pazuzu et dont effectivement, encore une fois, elle voit la figurine au Louvre, mais il fait partie de toutes ces divinités anciennes qui deviennent effectivement des éléments de culture populaire au travers effectivement de Donjons et Dragons. Donc, est-ce qu'on peut dire que le jeu de rôle maintenant est un élément de la culture populaire et que peut-être en France, il y a eu on a un décalage de la reconnaissance des activités ludiques comme faisant partie de la culture populaire. La bande dessinée a mis du temps à rentrer dans la culture populaire, le roman de science-fiction aussi, toujours avec un décalage par rapport aux États-Unis. Et maintenant, c'est les activités ludiques qui rentrent dans la culture populaire et le jeu de rôle qui arrive aussi dans la culture populaire. Et j'oserais peut-être dire que un des côtés du jeu de rôle qui en fait un objet particulier, c'est d'être quelque chose qui est très mélangé, qui va utiliser de l'illustration, du texte, de la musique, qui a un côté aussi participatif, qui fait qu'il y a une création en direct et que c'est un objet qui est multiforme et peut-être que les musées sont intéressés pour l'avoir justement par ce côté multiforme. Alors, en effet, parce qu'un autre lien possible à faire entre le monde des musées et le jeu de rôle, c'est pas tant les supports physiques que le concept même. Et c'est ce qui a été tenté et réussi par le musée d'archéologie nationale il y a maintenant un peu plus d'un an, avec leur très belle exposition qui s'appelait Le Monde de Clovis, où l'exposition elle-même était pensée comme un dispositif à la frontière entre le livre dont vous êtes le héros et le jeu de rôle, puisque pour visiter l'exposition, il fallait choisir un des 4 personnages qui étaient proposés. Donc, l'idée, c'est de faire découvrir l'Europe du Haut Moyen-Âge. Donc, on est entre le 6e et le 7e siècle après Jésus-Christ. Pardon. L'idée, c'est que quand les visiteurs arrivent à l'entrée de la salle, ils peuvent suivre le destin et donc incarner un des 4 personnages proposés. Il y a donc, alors malheureusement, j'aurais dû faire un petit partage d'écran. Vous avez au départ Médard,
qui est un guerrier franc. Vous avez Andarcus, qui est un, comment dirais-je, un paysan gallo-romain, Bathilde, pardon, une esclave anglo-saxonne, et enfin Geneviève, une marchande syrienne qui est venue s'établir en Europe. Et après, donc, en fonction du personnage qui est choisi à l'origine, eh bien, le parcours de l'exposition est différent. C'est-à-dire que ce n'est pas une exposition qu'on visite normalement et où on a des activités ludiques ponctuelles, c'est que si on le fait comme ça, on ne comprend pas l'exposition. L'exposition n'est compréhensible que si justement on joue un des personnages et que l'on suit justement l'un des différents parcours pour comprendre quels sont les enjeux de ce personnage et au travers lui de cette composante de la civilisation de l'Europe mérovingienne. Devant chaque vitrine où on a des objets, pour le coup, médiévaux, eh bien, on doit lire les textes, répondre à des questions, et en fonction des choix faits pour son personnage, on va gagner de la richesse ou du prestige. Donc il y a en plus cette idée de la progression du personnage et qui va justement déterminer certaines étapes de sa vie et aussi la possibilité ou non de finir sa vie soit auprès de Clovis, soit dans un monastère. Oui, alors, bon, c'est la vie de l'époque, hein, c'est pas des choix forcément. Mais voilà. Hein. Et alors, très amusant aussi, la part du hasard dans l'exposition, notamment quand le personnage va devoir se marier, eh bien, le nombre d'enfants va être déterminé purement au hasard. Et c'est là qu'on se rend compte d'ailleurs que beaucoup d'enfants mouraient en bas âge, etc. Et donc finalement, on ne comprend véritablement le contenu de l'expo, c'est-à-dire ce qu'on veut nous faire comprendre sur l'échange des matériaux, sur la mobilité, notamment au travers d'une Europe très ancienne, mais où les populations sont plus mobiles qu'on peut l'imaginer. On ne le comprend qu'en vivant véritablement le parcours de ces personnages. Donc en plus, il y a une rejouabilité puisqu'on peut revenir dans l'expo et faire le parcours suivant un autre personnage que celui qu'on avait à l'origine, et on vit l'histoire. Et du coup, là, on a vraiment un dispositif extrêmement intéressant où la culture ludique, eh bien, elle permet l'apprentissage tout en vivant justement les épreuves auxquelles donc un personnage est confronté dans sa vie. Et tout en étant confronté à des objets réellement archéologiques. Et franchement, c'est quelque chose d'extrêmement novateur et qui s'inspire justement des schémas qu'on peut retrouver, encore une fois, aussi bien dans le domaine du livre dont vous êtes le héros que du jeu de rôle, notamment au travers de la progression. Et le dispositif, il a été mis en place en partage entre un auteur ou une autrice et l'équipe qui travaille au musée d'histoire de l'archéologie, c'est ça? Oui, alors en fait, la conservatrice qui était à l'origine, au départ, l'exposition donc sur le monde de Clovis était une exposition beaucoup plus traditionnelle qui avait été faite en Belgique au musée de Marimont. Et c'est quand elle est pour son arrivée au musée d'archéologie nationale à Saint-Germain-en-Laye que la conservatrice a décidé de faire complètement autre chose. Elle a travaillé avec des auteurs, elle a elle a travaillé aussi avec un illustrateur qui a justement créé énormément d'éléments de scénographie et le physique de ces personnages que vous avez pu voir, et un illustrateur qui est un habitué du jeu de rôle et du monde du jeu de société d'ailleurs. On avait récupéré quelques-uns des personnages, on n'avait pas pu tous les récupérer, mais des personnes nous ont ramené à la collection les personnages jouables. Je crois qu'on en a 3 sur les 4. Ah bah, je peux vous filer le 4e alors, parce que moi j'ai les 4. Ah bah avec plaisir. Donc là, on est dans le processus de ludification qui s'intensifie dans beaucoup de domaines, pas seulement dans le domaine de la culture, dans les entreprises. Voilà, on utilise le jeu pour impliquer davantage les gens, et c'est vrai que le jeu de rôle, comme lui, il immerge,
il va permettre encore plus facilement de mémoriser, de retenir des informations. Enfin, c'est ce qu'on disait déjà autrefois, entre un cours magistral et puis des travaux pratiques, on va retenir davantage ce que l'on fait lorsqu'on est actif que lorsqu'on est simplement passif. Voilà, et puis l'immersion par l'intermédiaire du jeu de rôle, c'est-à-dire qu'on est vraiment au-delà du film documentaire ou quoi que ce soit. On est plongé dedans et on comprend du coup les enjeux des personnages, donc d'une période. Alors, je vais vous faire encore parler sur ce côté immersif, mais je voudrais vous parler de 2 expositions. En faisant des petites recherches, je suis tombé sur une exposition qui s'est passée à Toulouse sur le mystère de Mitra, enfin, sur le culte de Mitra. Et le parcours de l'exposition était possible de 2 façons. Soit, on va dire de façon classique, avec des pastilles sonores qui faisaient parler les œuvres d'art ou qui expliquaient les œuvres d'art. Je ne sais pas exactement si elles faisaient parler ou si c'était juste une explication, mais en tout cas, il y avait ce côté texte sonore qui était lu. Et la deuxième façon de parcourir l'exposition, c'était en allant voir Mitra en personne. Et Mitra vous proposait des missions, il fallait relever ces défis. Et les défis, c'était aller à certains endroits du musée pour faire des découvertes ou pour lui ramener des choses. Et en fonction de si on arrivait à le faire avec des contraintes, on pouvait atteindre une sorte de statut supérieur, qui, là je me trompe pas, le statut de patel, de père, qui était donc l'aboutissement, et ça s'appelait donc le parcours des mystères de Mitra, qui fait référence, je pense, à une partie de la religion. Et je vous montre une dernière photo avant de vous faire réagir par rapport à ça. Ça, c'est un ouvrage qui est édité par le Louvre-Lens dans le cadre de. Alors, pas dans le cadre de l'exposition des années fantastiques, je pense que c'est dans l'exposition suivante qui va avoir lieu à partir de mars ou avril. Je pense que ça va être les. Alors, c'est peut-être une sorte de mix entre les deux. Je pense que ça, c'est sorti dans le cadre de l'exposition actuelle, mais il y a une exposition sur les mondes souterrains qui va commencer en mars-avril. Et il y a peut-être une volonté de faire un ouvrage. Alors, c'est un ouvrage pour les enfants que j'ai ici, parce que j'ai eu la chance de voir l'exposition le week-end dernier. Donc, c'est une bande dessinée en noir et blanc, mais qui est un livre dont on est le héros. Donc, quand on a des grands, là par exemple, on a des grandes portes avec le personnage enfantin qui est devant les grandes portes, et chaque porte a un numéro. Un numéro qui est noté, donc le 3, le 4, le 2. On a une question en bas, et le joueur, l'enfant, doit choisir par quelle porte il va passer, et en fonction de la porte, il se rend à la page à la page qui correspond au numéro, et l'histoire continue. Il a des épreuves qui renvoient. Donc on est vraiment dans une BD dont on est le héros, avec à l'arrière évidemment alors là, ma caméra est un peu difficile, mais la figurine de Pazuzu qui se trouve derrière. Bon là, pour l'instant ça marche pas, mais je vais y arriver. Et donc voilà, pour vous poser la question d'une dernière chose, c'est qu'il y a une micro-entreprise qui s'est créée il y a 2 ans, qui s'appelle Jeux, Histoire et Patrimoine. Et cette micro-entreprise fait de la médiation culturelle. Donc elle propose de faire des animations de jeux de rôle au cœur d'une exposition. Et l'idée, c'est de préparer des scénarios qui sont en rapport avec les œuvres qui sont exposées. Et l'explication donc de cet entrepreneur, qui est rôliste évidemment, c'est que lui ne propose pas ça pour faire du jeu de rôle. Il propose ça pour faire découvrir les œuvres d'art qui entourent et pour faire vraiment de l'immersion. Donc moi, tous ces exemples, on peut rajouter aussi des musées comme le musée de la Marine ou le Louvre-Lens qui vont faire des parties de jeux de rôle dans leur musée. On a l'impression qu'il y a une sorte de volonté des musées de faire jouer au jeu de rôle autour de leurs œuvres pour ce côté immersif. Oui, parce que les musées sont en recherche de public, hein, ils ont besoin de visiteurs. Certains ont du succès, les plus connus, et d'autres ont un petit peu plus de mal. Et donc, ils utilisent tout un tas de nouveaux moyens pour le faire. Et bon, ils se sont aperçus qu'aujourd'hui, le public avait beaucoup d'appétence pour le fantastique. Donc, on voit qu'effectivement, par le Louvre-Lens, je crois que l'expo est très belle, hein, c'est d'après ce qu'on m'a dit. C'est un moyen de faire venir un nouveau public dans les musées. Et d'ailleurs, au musée de la carte à jouer, puisqu'on en parlait tout à l'heure,
leur expo sur les cartes à collectionner Magic et Pokémon, c'est leur record de visite. C'est le record, Ils n'ont jamais fait mieux encore à ce jour. Donc ça montre que le public a complètement changé parce qu'il y a eu un renouvellement de génération. Beaucoup maintenant s'intéressent au fantastique depuis qu'il y a eu Harry Potter, les films du Seigneur des Anneaux et bien d'autres. Et moi-même, par exemple, j'étais totalement étranger au domaine du fantastique, ou presque, avant de commencer le jeu de rôle. J'ai découvert ça par le jeu de rôle. Et maintenant, on peut fonctionner aussi à l'inverse. C'est-à-dire qu'une fois que les gens vont être attirés par les musées, on va leur faire découvrir à travers l'histoire la véritable histoire en les faisant jouer. Pas plus tard qu'hier soir, je le faisais sur Senlis avec un scénario axé sur l'histoire de Senlis pour faire comprendre ce qui s'est passé à une certaine époque dans la ville et la raison d'être des monuments, d'un certain nombre d'événements et avec le patrimoine parisien. Bon, bien sûr, c'est pas la même chose, on s'éclate pas comme dans un scénario fantastique, mais à partir du moment où on s'intéresse un petit peu à l'histoire, c'est un moyen d'apprendre plus facilement. Moi-même, j'ai appris des choses en écrivant. Ça montre bien que justement le jeu de rôle est rentré dans le domaine un peu public de la culture populaire et que aujourd'hui on l'utilise aussi dans le soin psychique des adolescents. Enfin, on n'est plus du tout dans les années 90 avec l'odeur de soufre que l'activité pouvait avoir. Et donc forcément, il y a comment dire, il y a une appétence pour trouver des nouveaux modes de parcourir les lieux pour les musées, d'aborder la question des problèmes psychiques pour les adolescents ou autres d'ailleurs, ou des problèmes d'entreprise. Le jeu de rôle, là, c'est un moyen d'expérimenter le réel d'une manière un peu décalée. Je pense pour les mais là, c'est un usage du jeu de rôle. En fait, c'est pas le jeu de rôle, c'est vraiment un usage qu'on va faire. C'est pas directement relié au patrimoine, ou alors c'est une espèce de, si c'est un patrimoine immatériel. Oui, c'est ça, parce que quand on dit que le jeu de rôle se patrimonialise, il y a encore une fois les supports, mais le jeu de rôle est une pratique immatérielle et c'est aussi la façon justement dont celle-ci peut justement être liée au monde patrimonial pour les besoins de la découverte et justement de l'immersion. C'est-à-dire, le jeu de rôle, voilà, c'est aussi ce moment que l'on ne peut pas finalement conserver autrement que de ce que vous expliquiez tout à l'heure, c'est-à-dire tout ce que sont les vidéos et qui gardent une trace de la performance, comme pour un spectacle vivant. Mais du coup, le lien qu'on peut faire avec le patrimoine et les musées, c'est faire entrer le jeu de rôle au musée aussi au travers de la pratique elle-même. Oui, c'est ça. Parce Mais qu'il y a même un si côté, pour moi là, le côté patrimonial est légèrement différent, c'est-à-dire que c'est un outil pour aborder des œuvres d'art ou une période historique dans la production artistique, ou c'est un moyen d'amener un public, mettons, ou de permettre à ce public de découvrir les œuvres. Alors que la matérialité, elle, repose sur l'objet jeu de rôle. Étudiable, on va décortiquer les règles, on va essayer aussi de voir qui jouait à telle période. Voilà, c'est un autre rapport à la question patrimoniale, avec des enjeux complètement différents, parce que nous, à la collection, on a par exemple des interrogations sur le classement. Comment est-ce qu'on classe du point de vue d'un héritage patrimonial, comment on classe une collection de jeux de rôle? alors Par gamme, justement, par par période, rapport à voilà. par rapport à ça, on avait eu un échange sur le site du Grog. Oui. Et tu m'avais fait des retours. Alors, le site du Grog, c'est une référence dans le monde du jeu de rôle. Voilà, un projet associatif qui fait le site de référence sur le jeu de rôle français. Et donc, toi, en tant qu'archiviste, tu en penses quoi de ce site internet?
C'est un outil formidable. C'est clair que moi, je m'appuie dessus pour confronter ce qui a déjà été référencé par on va dire des amateurs éclairés qui font Voilà. vraiment un travail remarquable. Et puis nous, Mmh. par rapport aux normes en bibliothèque qui sont pas exactement les mêmes, voilà. Donc je confronte un petit peu les, comment dire, les modes de catalogage, la façon qu'il y a eu de référencer les jeux. Et puis on met de côté tout ce qui n'a pas pu être référencé par le GROG pour leur mettre à disposition, voir comment on pourra justement échanger sur ces jeux qui sont manquants dans leur catalogue aussi. Voilà. OK. Bah, justement, c'était Ça, un peu c'était, sur ça que je voulais rebondir. C'était, est-ce il y avait moyen de créer des liens? Alors, on avait un peu échangé, c'est qu'il y avait, tu m'avais dit que dans le monde du jeu de rôle, il y avait beaucoup d'amateurs éclairés. oui, Et moi, à titre personnel, je crois beaucoup au bénévolat. Je pense aussi qu'il y a beaucoup de projets qui ne peuvent exister que à travers le bénévolat parce qu'ils ne sont pas rentables financièrement. L'argent public, les fonds publics sont pas là pour les financer. Et donc, c'est des bénévoles qui les portent. Et au final, on obtient des choses bah, comme le grog euh, que toi, en tant que professionnel, tu vas utiliser. Donc, tu me dis que toi, tu vas aussi aller dans l'autre sens, c'est-à-dire tu vas enrichir leur site internet. ah oui, ça c'est, alors dès que il faudrait que j'ai du temps, mais on discute, avec, j'ai déjà discuté plusieurs fois avec les membres du GROG, sur ces questions-là. Je leur envoie des listes de jeux de rôle, pour lesquels ils seraient en demande. Je sais pas si vous avez l'habitude d'aller dessus, mais en Mhm. général, au fond il y a la liste de les objets qu'ils recherchent. Voilà. Oui, tout à Ces fait. objets-là, je les mets de côté, j'élabore une liste et je leur communique pour que s'il y a besoin, ben voilà, on peut, essayer de trouver un moyen de référencer aussi sur le GROG puisque c'est un outil, qui existe depuis 2000 et c'est un excellent outil. Donc il faut qu'il continue à vivre et voilà. Donc oui, là, c'est dans les 2 sens. C'est-à-dire que moi, je vais faire mes vérifications quand je suis face à l'objet, heu sur le GROG et ensuite, dès que je vois qu'ils ne l'ont pas, ben, je le mets de côté pour eux, oui. OK. Sachant que tu dois pouvoir contribuer directement. Si Tout à tu crées fait. un compte, tu peux remplir les fiches Voilà. toi-même. Oui, oui. Bah, la question, c'est le temps matériel disponible, c'est ça. Parce que là, j'ai mis de côté, je crois que j'en suis à 35 livres, ne serait-ce que sur Donjons et Dragons qui pourraient, intéresser le GROG, donc voilà. Waouh. D'ailleurs, j'en ai mis quelques exemples, peut-être on peut montrer, j'avais mis, des photos, heu je sais pas si, le service technique, Ouais, peut faudrait que tu partages diffuser ton écran. le diapo sur le partage d'écran, voilà. Mais, j'avais mis quelques exemples des éléments de la collection, présents en ce moment au fonds patrimonial, où on voit, si on arrive à le montrer, on voit une surreprésentation pour l'instant des jeux de rôle des années fin 70, 80, 90, début 2000. Voilà. Ça, c'est un autre On va problème d'ailleurs dans la question patrimoniale, c'est, tous ces jeux qui ne sont plus en vente mmh et qui sont source de spéculation pour certains, donc qui deviennent hors de prix. Voilà, Mhm. je Oui, parce que les rôlistes ayant vieilli, ceux des premières générations, ont plus de moyens Tout à et fait. certains sont prêts à faire exploser les prix sur eBay ou sur d'autres sites de vente. Mais donc, du coup, ça veut dire qu'il va falloir aussi un moment être capable d'évaluer la véritable valeur de certains de ces jeux, voilà. puisqu'il y a des demandes pour ça. S'il faut évaluer une collection à vendre, par exemple, hein, parce que bon, certains peuvent céder des collections quand c'est une collectivité, mais d'autres, bah, à un moment ou un autre, sont peut-être prêts à les céder. Il faut pouvoir évaluer cette valeur et c'est vrai que bah, ça devient de plus en plus compliqué puisque les prix il y a 20 ans n'ont rien à voir avec les prix d'aujourd'hui, hein. Ah, Ouais, c'est clair. ça ne bouge pas là pour l'instant, il n'y a pas de je On va voir si Lionel nous fait bouger ou pas. Ah, voilà. Ah, bah, voilà. Tu peux commenter si tu veux, Olivier. oh bah, là, j'ai élaboré ce diaporama, à la va-vite, avec le temps que j'ai pu trouver au travail. Donc là, bah, c'est Spelljammer, c'est la 1re édition, donc pour, ADD, 2e édition.
Moi, je vais pas tous les commander, parce que j'en ai mis une soixantaine. Voilà. Mais il y a, essentiellement, quand même des jeux, d'une certaine période, donc qui correspondent, je dirais à la période, de les débuts, la naissance du jeu de rôle, hein. Voilà, Voilà. là on a la boîte rouge que certains ont jetée à une époque et qui maintenant Ouais, va se vendre plus de 100 € selon l'État, hein. ouais, c'est ça. Puis bon, ce qui est intéressant, c'est de voir aussi les variations sur un même jeu, parfois, heu, c'est contrairement au monde de l'édition traditionnelle, l'édition de jeux de rôle pendant longtemps était justement fait d'amateurs éclairés, avec, des, comment dire? On va dire une structure éditoriale, assez instable où, les titres pouvaient changer, l'ISBN figurait pas toujours alors que, 1 mois avant il figurait. Enfin, parfois c'est, maléfice. Ouais, Voilà, c'est, les donc, années folles, il faut le rechercher. Bon, après, il y a tellement de publications qu'il y a des choses qui n'ont pas forcément beaucoup d'intérêt, mais certains collectionnent pour collectionner, donc ils vont les prendre même si mais Oui, la bah, que comme pour ouais, n'importe quel ils les domaine, hein, entendent. c'est du coup mais comme il y sauf que a Oui, comme il y a une- mais d'un point de vue patrimonial, en fait, il y a pas d'objet, négligeable, en fait. C'est-à-dire que même un jeu qui n'a bah pas oui. bien marché ou qui paraît moins intéressant est forcément intéressant parce que, pour quelqu'un qui va, mettons, entamer une recherche sur un sujet précis, même un mauvais jeu peut être source de renseignements et Effectivement, ça, et d'études, bien sûr. voilà, et d'études. c'est ça. Et c'est d'ailleurs un petit peu le problème qui se pose sur la collection, parce que là, on est face après un problème d'espace disponible aussi. C'est-à-dire Mhm. que quand on voit la production aujourd'hui, alors moins pour le jeu de rôle, c'est toujours absorbable. Dallas, le jeu, qui a, quand on voit aujourd'hui la production de jeux de rôle, c'est essentiellement du livre, c'est du très classique pour une bibliothèque. Par contre, le jeu de société, c'est gourmand en espace. Et Mhm. quand on voit le niveau de production aujourd'hui, absorber l'intégralité, de la production française, annuelle, c'est très, très problématique. Ouais. Voilà. C'est vrai que ce qui peut être intéressant pour les chercheurs n'est pas forcément intéressant pour les joueurs parce qu'ils ne vont pas forcément avoir envie Voilà, tout d'y à jouer, fait. mais ça peut être instructif sur qu'est-ce qu'on produisait ou qu'est-ce que certains avaient envie de produire à une époque. Ouais, tout à fait. Ce qui fait que d'ailleurs que même les prototypes nous intéressent, c'est-à-dire qu'on en a quelques-uns, mais les prototypes nous intéressent aussi, ou peuvent nous intéresser puisque c'est, une étape, 0, une étape 1 avant, d'arriver au produit final. Hmm. Voilà, ça c'est, Heu, Olivier, Guyot, toi, dans le cadre de ton association, tu tu as déjà des projets ou une façon de s'organiser prévue pour ton association? Alors, oui, on a plusieurs choses en cours. Déjà, bon, il faut que les membres fassent connaissance et on a commencé en plus petit comité pour que ce soit plus facile à gérer parce que sinon, si on se retrouve 50 d'un coup, c'est un petit peu plus difficile, c'est ah, assez je chronophage. Donc l'idée est de maintenant élargir davantage l'association et surtout aux collectionneurs de jeux de plateau davantage ou aux wargames parce que les rôlistes sont déjà majoritaires. Et on voit en fait qu'ils sont plus dynamiques. Donc je sais que si on communique très largement, on va se retrouver avec beaucoup de rôlistes. Mais c'est bien, de toute façon, c'est ce qu'il faudra, mais il ne faut pas que les autres se sentent inondés par les rôlistes, surtout que certains collectionneurs de jeux de plateau sont peut-être un peu plus âgés, un peu moins numériques. Et donc, bah, on est obligé de travailler à distance parce qu'il y a des gens sur toute la France. Donc, on va faire en sorte que bah, les gens puissent faire un petit peu un inventaire de ce que chacun peut avoir. Et on va monter donc un dossier pour présenter l'activité de notre association, un site web aussi qui sera juste une vitrine. Et puis on commence à travailler sur une exposition sur le jeu de rôle. Alors super. Donc mmh, voilà, donc cette exposition, bah, il y a déjà des gens qui sont dessus qui connaissent bien le sujet, et puis on est ouvert à d'autres contributions. Je dirais plus un petit peu plus tard, c'est encore un petit peu tôt pour annoncer où, quand. Certains sont déjà au courant.
Alors après, nous, on se dit, enfin, à la FFJDA, on se disait que dans le cadre de conventions de jeux de rôle, bon, je pense à Octogone, je pense peut-être à Ludinor, parce que moi, je suis du Nord, même si c'est une convention qui n'est pas que jeux de rôle. Ça serait bien d'avoir des ressources, des fonds qui permettraient d'organiser ponctuellement dans chacune de ces grosses conventions de jeux de rôle une partie exposition sur un jeu de rôle ou sur un sujet. Voilà, vous en penseriez quoi que sur des grosses conventions de jeux de rôle, il y a une partie exposition qui se met en place là. Oui, après, bon, une exposition, ça a des coûts, donc il faut pouvoir les financer. Et l'exposition sur laquelle nous travaillons, bon, bah, nous allons pouvoir la financer. Mais on pourra aussi la mettre à disposition. Alors, il y a plusieurs moyens de faire de la mise à disposition. Ça peut être effectivement sur un événement ludique, rôliste, et à ce moment-là, ça se ferait gratuitement. Mais comme ça va être un sujet qui va intéresser aussi d'autres entités, ça peut se faire sous forme de location, ce qui permettra d'amortir ses coûts. Mais donc, Nous, pardon. oui, vas-y, Au vas-y. FPJS, en fait, on a décidé de mettre en place un système où on fait 2 expositions par an. Les 2 sont forcément, bien sûr, destinés aux étudiants de Sorbonne Paris Nord. Et sur ces 2, il y en a une qu'on va essayer de constituer de manière pérenne, de manière à pouvoir la prêter ou la louer. En fait, mais dans ce cas-là, ça passera certainement par le club de Boulogne-Billancourt, avec qui on travaille. En fait, je l'ai pas dit, mais c'est vrai que voilà, ce fonds, il est géré par les chercheurs, les bibliothécaires et les ludothécaires, en fait, on va dire en gros. Les chercheurs d'Expéris, laboratoire des sciences du jeu à Sorbonne Paris Nord, la bibliothèque Edgar Morin dont je fais partie et les membres du centre ludique de Boulogne-Billancourt. Donc en fait, l'exposition, si on passe par un prêt ou une location, ça sera via le club. Et donc là, on est en train de mettre en place une exposition sur Donjons et Dragons pour les 50 ans. Donc elle sera déployée vers la mi-mars sur le campus de Sorbonne Paris Nord, donc à Épinay-Ventaneuse. Donc ça constitué de, je dirais à peu près une centaine de panneaux dédiés aux différentes gammes et aux différents univers de Donjons et Dragons. Voilà. Et donc elle sera disponible hors les murs de la Sorbonne après courant de l'année. Sachant qu'elle sera redéployée une deuxième fois et là elle sera un peu plus ouverte, on dira, lors du colloque que nous organisons pour les 50 ans du jeu de rôle. Du 21 au 22 juin, on organise donc un colloque dédié au jeu de rôle, dédié au présent du jeu de rôle plus exactement. Il va y avoir un premier colloque qui se déroulera au mois de mars à l'Université de Lorraine à Metz, qui s'intitule de mémoire Vous êtes le jeu de rôle à 50 ans. Non, vous êtes dans une taverne, le jeu de rôle à 50 ans. Tout à fait, oui. Donc ils vont se recentrer vraiment sur les aspects historiques, le développement du jeu jusqu'à nos jours, la naissance du médium. Enfin, nous, Sorbonne Paris Nord, on va se recentrer sur le présent et les futurs possibles. C'est-à-dire, on l'a intitulé Le jeu de rôle à 50 ans et maintenant que faites-vous? Donc, en gros, c'est l'idée de réfléchir collectivement au mode de production, aux usages, qui sont les publics, qui produit, heu, quelle est la place de l'IA? Je ne sais pas, enfin, voilà, on peut s'interroger sur tous les aspects du jeu de rôle aujourd'hui. Et donc on a un appel à contribution qui est en libre accès sur, le site de ScienceConf et on continue à percevoir maintenant là les appels à les propositions de contribution, sachant que ça c'est la date de clôture est le 9 décembre. Voilà. Il faut Alors, compter pour les expositions, c'est qu'il y a deux Pardon? aspects vas-y, Olivier. pour les expositions. C'est qu'il y a l'aspect panneau d'affichage avec voilà, qu'on va créer avec une belle infographie et sur lequel on va mettre des informations, et puis les vitrines. Et bah, les vitrines, ça a un coût aussi, puisque soit on en dispose, à ce moment-là on a de la chance, soit il faut les lier, les louer, les déplacer et sécuriser tout ce qui va être dedans. Donc pour avoir une convention, pas forcément évident de mettre des vitrines, mais des panneaux, ça peut être plus facile d'accès, parce qu'après le contenu des vitrines, bah, il faut aussi que ça soit
traitées par des collectionneurs locaux. Voilà, donc on est face à ce genre de problématique. Donc traiter des panneaux, ça c'est relativement facile. Traiter le matériel pour qu'il soit mis c'est dans des autre chose. vitrines, c'est une autre problématique. La question des assurances se pose tout de suite. Il y a beaucoup de coûts en fait pour l'organisation et il faut trouver qui va le supporter parce que mine de rien, les vitrines, c'est est-ce que vous en disposez ou pas, est-ce qu'il y en a sur place, comment acheminer les jeux, comment les présenter. Enfin, c'est vraiment un budget. Hein. Ah, c'est sûr. Tout à fait. Alors moi on avait une question, on s'approche de la fin de la table ronde, on va finir dans 5 minutes. Alors faut pas oublier que si on est là, c'est pour encourager les dons aux 4 associations bénéficiaires qui font donc du jeu en milieu hospitalier à destination principalement des enfants hospitalisés, mais aussi d'adultes. Donc les liens de dons sont sur le site Roll-Event, qui en plus passe régulièrement en pub dans le chat. Les dons sont directement versés sans intermédiaire aux associations. Donc c'est vous qui choisissez quelle association, vous retrouvez sur son site et vous versez à l'association directement. Et comme c'est des dons, en tout cas dans le système français, vous pouvez en défiscaliser une partie, donc le déduire de vos impôts. Donc c'est vraiment gagnant-gagnant. L'association est gagnante, vous êtes gagnant, et il y a des gens en milieu hospitalier qui vont jouer. Donc c'est vraiment à ne pas louper. On avait une question dans le chat qui était posée par Pierre Rosenthal, qui était par rapport au dépôt à la BNF. Et il se posait la question des jeux de rôle qui sont en boîte. Il y a l'éternel débat, est-ce que une différence entre les jeux de rôle en boîte et les jeux de rôle en livre et la BNF? Alors la seule question qui se pose, c'est est-ce que la boîte a un ISBN? Si la boîte a un ISBN ou s'il y a des éléments avec un ISBN à l'intérieur de la boîte, elle se retrouvera forcément dans un des cartons de la BNF. Ça, c'est à peu près sûr. Hein. Ouais. Après, le vrai souci par rapport au dépôt légal du livre, hein, donc, c'est que beaucoup d'éditeurs, alors c'est peut-être moins vrai aujourd'hui, hein, mais beaucoup d'éditeurs ignorent le principe du dépôt légal et de l'obligation de dépôt légal. Donc je pense qu'il y a pas mal de jeux qui ont dû passer au travers du filet de la BNF et qui donc n'ont pas été collectés. Enfin, Oui, par exemple, mais ceux qui sont en print on demand. Voilà, tout ce qui est, alors ça dépend, même sur le print on demand, si jamais il y a un ISBN, c'est à la charge de l'auteur, même si c'est l'auto-édition, de l'envoyer. Voilà, c'est la même chose pour tous les imprimés en fait, et même pour le jeu vidéo aujourd'hui. Hein. Le jeu vidéo, théoriquement, donc, contrairement aux jeux de société, est soumis au dépôt légal. Et donc un collègue de la BNF, David Benoît, travaille là-dessus spécifiquement sur la collecte des jeux vidéo. Alors, donc beaucoup sont influencés par le jeu de rôle. Mais bon. Alors, par rapport à l'ISBN, la FFJDR est sur un projet par rapport au Centre national du livre qu'on a commencé depuis 1 an, de faire reconnaître le jeu de rôle comme étant une œuvre culturelle et qui serait classée par le CNL dans les œuvres qui sont subventionnables au titre des actions culturelles. Alors il faut se méfier de ça. Je pense qu'il faut se méfier de la démarche et pour une raison assez simple, c'est que dès lors qu'on rentre dans ce rapport-là avec le CNL, il va y avoir l'obligation, comme dans les librairies, des droits au retour des livres. C'est-à-dire qu'il y a le principe des offices en librairie et donc il y a le risque. Pardon ? On a déjà vérifié sur ce point-là. Vérifié, d'accord, ok. On a vérifié, alors tu n'es pas la première personne à nous en parler, mais apparemment, on n'est pas non plus des spécialistes, donc ça vaudra le coup d'échanger plus, mais ça, le retour du livre, c'est sur accord, c'est-à-dire un vendeur de livres peut très bien décider de vendre sans retour. Oui, vente ferme, oui. Voilà, et c'est aussi un avantage, entre guillemets, qui est donné aux librairies. Donc, ça veut dire que dans tous les endroits où on vend des jeux de rôle qui sont des boutiques, eh ben, cette notion de retour ne peut pas exister parce que cette notion de retour concerne les librairies, quoi. D'accord, ok.
Il y a beaucoup de notions qui se marchent dessus parce que le livre, le prix unique du livre, la TVA, C'est ça, c'est des univers, d'édition, mais qui sont pour l'instant en tout cas séparés, je dirais donc et nous, Mais on dans l'a nos vu, démarches, oui, vas-y Olivier. oui, on a vu qu'il y avait déjà eu un changement parce que si on achète des jeux en ligne, eh bien, à ce moment-là, les frais de livraison sont différents si on achète des jeux de plateau ou des jeux de rôle. Il n'y a pas le même minimum qui s'applique, mmh. Parce que c'est considéré comme comme pour un les livre et livres. qu'il y a le prix unique. Voilà, les frais de livraison des jeux de rôle sont pris en compte comme si c'était des livres. Eh bien, nous allons conclure cette table ronde maintenant. Merci beaucoup pour votre participation. Est-ce Eh que ben, je peux merci pour rajouter une l'invitation. petite chose? Oui, vas-y, je t'en prie. Tu auras le mot de Très la fin rapidement, parce après que moi. j'avais oublié de vous en parler pendant le cours de la discussion. En fait, le département des Antiquités orientales au musée du Louvre prépare une exposition sur la réception, donc encore une fois, dans la culture populaire de tout ce qui concerne le Proche-Orient antique, la Mésopotamie, les Perses, Ah etc. chouette. Et dans le cadre donc de cette exposition sur l'impact dans la culture moderne de l'histoire de la Mésopotamie antique, il y aura évidemment tout un volet ludique sur les jeux actuels inspirés par la Mésopotamie et le Proche-Orient ancien. Et évidemment, on présentera quelques jeux de rôle, comme La Porte d'Ishtar qui vient de sortir récemment, et certains d'entre Nibiru, eux. Pardon? Nibiru, aussi des Et 12 singes, Nibiru, et si, bien sûr, bah, tout à fait, oui, oui. Légende des Et du mille et une coup, ils nuits. intégreront la collection du département des Antiquités orientales qui est en train de se créer justement autour de la réception de la culture mésopotamienne et proche-orientale dans la culture d'aujourd'hui, en fait. ah chouette. Tu peux Donc, nous rappeler la date et le lieu de l'exposition? alors, la date, nous ne l'avons pas encore, et le lieu non plus, mais parce que l'exposition est en cours comment Conception. dirais-je, de De conception. conception, et finalement, elle va s'avérer plus importante que prévu, donc elle ne sera pas dans l'espace initialement imaginé, mais bien entendu, en tout cas, je reviendrai vers la FFJDR pour vous en parler quand ce Ouais, sera plus. ça nous intéresse. Et donc, moi, je vais conclure en remerciant le public qui était là. Donc, la table ronde sera disponible en replay pendant 2 semaines sur Twitch. Elle est disponible en replay sur Facebook, sur la page FFJDR et Relevant dans quelques minutes. Et après, d'ici 2 semaines, en plus, elle sera disponible en version montée, version raccourcie surtout pour l'intro et peut-être des longueurs, sur le YouTube de la FFJDR. Et si vous voulez l'utiliser dans vos associations, médias, etc., vous êtes bien sûr les bienvenus pour l'utiliser ou pour en prendre des parties. On pourra d'ailleurs vous donner des copies. Et je voudrais faire un peu de publicité pour un week-end d'animation qui va avoir lieu au Louvre-Lens le week-end prochain, donc le 25 et 26. Donc c'est un week-end jeu de rôle qui est pour la fin. Alors, la fin, c'est en janvier, mais de l'exposition Animaux Fantastiques. Donc, tout le week-end, initiation au jeu de rôle par la FFJDR, une conférence sur l'alchimie le samedi, des déambulations costumées le dimanche, un atelier de figurines le dimanche par un figuriniste de la région de Saint-Omer, Epicam, et un actuel play en live sur la scène du Louvre par La Bonne Auberge, un actuel play quand même très connu, qui seront sur place en direct, et les spectateurs qui seront sur la scène du Louvre pourront assister en direct à cet actuel play qui sera retransmis sur YouTube en même temps. Donc vraiment des gros moyens pour une animation jeu de rôle tout le week-end dans le cadre de cette exposition. Super. Super, ouais. Et Très beau programme. oui, alors je n'en ai pas parlé, mais le musée de la Marine, lors de sa réouverture, avait prévu peut-être de faire des parties de jeux de rôle dans son nouveau cadre immersif, avec de l'eau donc, et de faire écrire par un auteur un scénario de jeu de rôle avec les bateaux. Et je ne sais pas si ça s'est fait finalement, parce que ça devait être prévu autour du mois de novembre. Mais voilà, ça faisait partie des idées. C'est encore des choses, ça, c'était toujours en 2023.
pour montrer qu'il y a vraiment il y a des liens entre les musées et le jeu de rôle qui se font de plus en plus. Voilà, et ben on va rendre l'antenne pour permettre à la table ronde suivante d'arriver tout doucement. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Merci à vous.